Bonjour à tous. Alors, vu le découpage, vu les quelques 7-8 minutes qui restent, je vais devoir être très disciplinée, m'en tenir au texte. Et ça va être un peu réducteur, donc pardonnez-nous d'avance. Mais donc, la question qui est l'hypothèse selon laquelle le contentieux stratégique peut être une forme de participation politique, elle se vérifie dans un nombre significatif de cas, dont je vais me limiter à donner 2 illustrations. La première, elle concerne en fait les récentes actions judiciaires qui visent à faire supprimer les interdictions de couvre-chef qui touchent substantiellement les femmes de confession musulmane. Et ces interdictions de port de couvre-chef qui se multiplient dans toutes les sphères de la vie, puisqu'on en voit dans l'emploi, dans les écoles, y compris dans l'enseignement supérieur, dans les salles de sport, etc. La seconde illustration, en fait, concerne les actions en justice dans le cadre d'une mobilisation sociale plus large qui a été baptisée « Grève des loyers abusifs ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, premièrement, les actions du judiciaire port du foulard. En fait, on les évoque, pourquoi? Parce qu'on est dans un certain momentum. En effet, on sait que depuis un certain temps, UNIA, qui est le Centre pour l'égalité des chances, a mené un grand nombre d'actions en justice contre les interdictions du port du foulard, et ce, sous l'angle exclusif de la discrimination sur la base de la conviction religieuse. L'objectif évident, c'est mettre un terme à l'exclusion des personnes de confession musulmane, et UNIA insiste très fort dans une vision inclusive de la diversité. Mais depuis janvier 2019, et c'est là le momentum, c'est que la Ligue des droits humains a fait une intervention volontaire dans 3 actions en justice. Il y en a 2 qui concernent les interdictions de couvre-chef dans des salles de fitness et une au sein d'un des plus grands employeurs bruxellois. Action en justice, pourquoi est-ce que la Ligue des droits humains intervient? C'est en vue de mettre en évidence la discrimination intersectionnelle, c'est-à-dire la discrimination croisée subie par ces femmes, à la fois sur base de leurs convictions religieuses, mais aussi de leur genre. En effet, on le sait bien, au-delà de l'aspect religieux du foulard islamique, un fait indéniable semble trop souvent en fait échapper aux instances judiciaires belges. Le voile est propre à la femme. Et celles de confession musulmane sont donc la cible privilégiée de discrimination de genre. Alors, si la notion de discrimination intersectionnelle ne vous est pas très familière, juste vous rappeler que c'est un concept qui a été élaboré en 1989 par Kimberley Crenshaw, qui analysait en fait la difficulté qu'avaient les tribunaux américains à appréhender la discrimination vécue par les femmes noires. Donc Crenshaw démontrait que les traitements subis par les femmes noires ne sont ni totalement comparables, ni totalement différents de ceux endossés par les hommes noirs ou par les femmes blanches. En fait, donc l'intersectionnalité raconte notre histoire. Elle raconte l'histoire de la réalité selon laquelle les individus ont des facettes identitaires multiples. L'intersectionnalité, elle reflète quoi? La complexité à la fois des rapports de domination, mais aussi la complexité de la réalité sociale, des expériences vécues dans la société. Autrement dit, l'intersectionnalité met à jour les marginalisations existant au sein même d'un groupe. Ainsi, parmi le groupe des femmes, les femmes noires, les femmes roms, les femmes handicapées, les femmes musulmanes sont plus marginalisées que les femmes blanches ou de religion chrétienne. De même, parmi les musulmans, les femmes portant le foulard sont dans la plupart des contextes plus discriminées que les hommes musulmans. Pour vous donner par exemple l'un ou l'autre chiffre, selon un rapport d'UNIA, en 2014 et aussi d'ailleurs en 2015, 9 dossiers sur 10 relatifs à la discrimination sur la base de la religion concernent les personnes musulmanes. 9 dossiers sur 10 concernent les personnes de religion musulmane. La plateforme Muslim Rights Belgium, dans un rapport de 2016, dit que plus de 70% des signalements qu'elle reçoit concernent les femmes et que la plupart d'entre eux, de ces signalements, concernent la question du port du foulard. Alors, dans les 3 actions judiciaires introduites, l'objectif d'UNIA et de la Ligue, en plein accord avec les femmes musulmanes à cause, n'est évidemment pas académique. L'objectif est politique. Il revient à vouloir dénoncer de manière rigoureuse les désavantages structurels se situant à l'intersection des systèmes d'oppression. Et du coup, en accordant, on l'espère, des réparations plus adéquates aux femmes de confession musulmane. C'est ce qu'on pourrait dire la dimension redistributive du litige. Mais au-delà de ça, ou plutôt à côté de ça, en consacrant aussi la nécessité de lutter contre la stigmatisation et la violence particulière qui est vécue par ce groupe. C'est la dimension de la reconnaissance qui résulte du litige. Et alors l'ambition ultime, c'est évidemment aussi à veiller à ce que les décideurs adoptent, dans la foulée du litige, une politique positive adaptée
à l'ampleur du phénomène pour engendrer des véritables transformations, de véritables changements structurels. On pourrait dire que c'est l'ambition transformative du litige. Alors Pierre Rosanvallon, dans un ouvrage intitulé « La contre-démocratie », disait que la montée en importance du juge, c'est un nouveau régime de la vie démocratique qui émerge. Le jugement constituant une, je vous l'ai dit de nouveau, forme d'action publique. Selon Pierre Rosanvallon, toujours, il dit « On passe de la démocratie de confrontation et de représentation à une démocratie d'imputation, dans un contexte de déclin de réactivité des gouvernements face aux demandes des citoyens. » J'en viens à mon deuxième exemple. La seconde illustration, c'est celle des actions en justice dans le cadre de la grève des loyers abusifs. Alors la grève des loyers abusifs, c'est un projet, un mouvement en fait, mené en région bruxelloise depuis 2014, sous l'impulsion des équipes populaires, qui sont rattachées au MOC, une sorte de syndicat du quotidien. Donc sous l'impulsion des équipes populaires, mais avec la collaboration de cabinets d'avocats et d'universitaires. La grève des loyers abusifs, c'est quoi? Elle invite les locataires à ne verser aux propriétaires que la part raisonnable du loyer. Et ce, en application de la grille indicative des loyers. Il y en a eu une en 2012, vous vous souvenez, un projet de Charles Piquet, et puis celle qui a été adoptée en novembre 2017 par la ministre Frémaux. Cette grille indicative des loyers, eh bien, les équipes populaires ont collaboré à son élaboration. Mais elle a été conçue en région bruxelloise, en région wallonne aussi d'ailleurs, une autre grille. En région bruxelloise, elle a été conçue comme un outil non contraignant à la disposition des locataires et propriétaires bruxellois pour objectiver le montant du loyer, au regard des caractéristiques du logement, telles que sa surface, sa localisation, son état. Or, les équipes populaires, avec tous les citoyens qui les rallient, opposés à l'idée que la grille ne demeure qu'un tigre de papier, ont lancé ce mouvement des grèves de loyers abusifs. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent en soutien à la grève des loyers. Elles participent à la consolidation d'un réseau solidaire de locataires réunis en assemblée générale. Elles assurent, les équipes populaires donc, assurent aux grévistes leur support face à une éventuelle intimidation du propriétaire mécontent. Donc les équipes populaires avaient une espèce d'imagerie, on va faire des piquets de grève pour lutter contre d'éventuelles velléités d'expulsion sauvage d'un propriétaire qui se dit mais que faites-vous en retenant une partie du loyer? Les équipes populaires fournissent également des ressources financières pour couvrir les frais et les risques aussi d'une action en justice. Et donc là, il y a la création d'une caisse de grève. Donc on voit bien le mimétisme entre ce mouvement et le mouvement des travailleurs il y a quelques générations. Et d'ailleurs, l'étape prochaine, c'est la création d'une commission paritaire locative pour négocier les loyers. Donc, alors évidemment, pourquoi une caisse de grève et pourquoi tout ce collectif autour des éventuels grévistes? C'est que parce que, en effet, par cette action de grève, les locataires, ils s'exposent volontairement à des actions en justice enclenchées par les propriétaires qui réclameraient des arriérés de loyer en application d'un contrat de bail. Et on sait combien, face à des personnes en état de besoin, on ne peut prendre que des risques mesurés. Il faut pouvoir pallier au risque d'une action judiciaire qui échoue et face au risque d'une éventuelle non-reconduction d'un bail à durée déterminée, par exemple. Alors, le mouvement de grève des loyers abusifs enracine sa défense juridique dans le droit international des droits de l'homme. Ils y tiennent fort. Droit international des droits de l'homme selon lequel le droit fondamental à un logement suffisant implique la dimension abordable du loyer. L'intention, donc l'ambition des grévistes est de contribuer à la démocratisation du marché locatif, notamment par l'action judiciaire. Il s'agit très clairement, pour les citoyens grévistes impliqués, de responsabiliser les propriétaires privés dans une vision nouveau redistributive, en allant donc au-delà des dispositifs d'allocation loyer à charge des pouvoirs publics qui, elles, laissent intactes les prétentions financières excessives des propriétaires. Alors, ces exemples, bien condensés, reflètent plutôt bien les travaux de Stuart Shengold, qui, lui, est inspiré par l'exemple du mouvement des droits civiques aux États-Unis, et de Christopher Thornhill. Ainsi, Shengold soutient que l'action en justice peut constituer une ressource au service des mobilisations sociales, peut aider à la fois à fédérer un mouvement, à le visibiliser et à légitimer une cause. Par ailleurs, selon Thornhill, on assisterait à l'émergence de la figure du citoyen plaignant, qui s'identifie à partir de son humanité plutôt que de sa nationalité. Les mobilisations judiciaires, facilitées par la diffusion transnationale des droits fondamentaux, constitueraient alors une voie qui permette aux citoyens, organisés en collectif, d'émerger en tant que sujet politique
de formuler des revendications sociales et de participer à la mise en œuvre, mais aussi à la production du droit. Alors on le sait, on l'a dit, les litiges stratégiques, l'ambition, le rêve, c'est changer les lois, changer les pratiques, agir aussi sur la conscience publique. On a vu aujourd'hui que les associations investissaient, pas encore de façon très massive, les tribunaux. On sait que celles qui le font parfois ont un espoir démesuré dans le résultat qui en serait engendré. Et c'est là qu'il faut être prudent, parce qu'on sait qu'évidemment on ne transforme pas le monde à coup d'action en justice, et qu'il faut que les acteurs qui se lancent dans cette aventure judiciaire-là continuent à investir dans tous les autres champs de bataille et des négociations politiques parallèles. Voilà, je vous remercie.